Bureau du surintendant des institutions financières au Canada, les banques sont assez bien réglementées au Canada, contrairement à leurs consoeurs américaines, où depuis une couple d'années, on a mis beaucoup de pression au gouvernement américain pour déréglementer avec le résultat qu'on connaît. Alors, tu reçois des dépôts, et tu fais des prêts. Des prêts hypothécaires, des prêts étudiants, des prêts auto, etc. Eux autres, ils disent c'est des actifs. On peut pas dire que c'est du passif, c'est des actifs aussi, parce que tu sais que ce monde-là, ils vont te payer éventuellement. Puis ça va leur coûter des intérêts. Donc, c'est des actifs. C'est pour ça qu'ils disent adossé à des actifs. Mais en réalité, si on veut être cru, si on va parler un langage cru, c'est des dettes. Okay. Soyons sérieux, c'est des dettes, là. OK. Et comme je disais, le problème des banques, pour leur donner une espèce de crédibilité, pour que les gens aient confiance, il faut quand même qu'ils se gardent un petit peu de fonds dans leur caisse, ces autres-là. Minimum. Minimum. On appelle ça les ratios, là. Ça a été décidé par la Banque des règlements internationaux. Il y a un comité qui s'occupe de ça. Ensuite, le comité de Bâle, avec un accent circonflexe. C'est Bâle 1, Bâle 2. Le ratio Cook, le ratio McDonough, qui leur exige d'avoir une certaine proportion de fonds propres. Dans le caisse. Si jamais il y a une ruée, là, faut quand même que tu puisses payer les gens, là, etc., qui ont mis leur dépôt là-dedans. Alors, eux autres, à un moment donné, ils se sont dit, regarde, on a un paquet de dettes comme ça, nous autres, là, puis on assume le risque là, de ça. Puis des fois, on a vu aux États-Unis les subprimes, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on ferait bien pour se débarrasser de ces risques-là? Passer ça à d'autres, autrement dit. On passe ça à d'autres, les risques. Alors, ce qu'ils font, grosso modo, c'est qu'ils sortent ça de leur bilan. Comment qu'ils font pour sortir ça de leur bilan? Ce qu'on appelle mettre hors bilan. Mettre hors bilan. Ils créent une fiducie. Voilà. OK, ils créent une fiducie. Pourquoi une fiducie? Une fiducie, parce que c'est fiduciaire, c'est la confiance. En anglais, c'est le trust. OK? Pourquoi? Parce que, selon les règles du Code civil au Québec, c'est les règles du common law dans le restant du Canada, il y a quelqu'un dans la fiducie qui est supposé de s'occuper des intérêts des fiduciaires. OK? Puis il y a quelqu'un qui s'occupe des intérêts du côté vendeur, mais il y a quelqu'un qui s'occupe des intérêts du côté acheteur. Donc, ça inspire confiance. C'est supposé inspirer confiance en soi. OK? Donc, on crée entre l'investisseur, acheteur et le vendeur, on crée un mécanisme, Special Vehicle Purpose, une fiducie, un trust. OK? Pour véhiculer ça, pour sortir ça, on sort ça de nos actifs et on titrise. Titrise, ça, c'est un nouveau mot qu'on a. Voilà l'action de la titrisation. La titrisation. Il faut couper les trucs en rondelles. C'est ça, on se fait des slices comme du ballonné, tu comprends-tu? T'as des tranches qui sont plus payantes que d'autres. À la fin, quand t'arrives à la fin du ballonné. C'est ça, c'est comme, tu t'en vas le meilleur exemple qu'on peut faire là-dessus, c'est dans une noce. Quand tu t'en vas dans une noce, là, pis t'as une grosse bouteille de champagne, tu mets beaucoup de champagne là-dedans, etc. Puis là, tu mets tes coupes, tu sais, superposées. T'as les premières coupes, deuxième coupe, troisième coupe, etc. Tu verses le champagne. Ceux qui sont en haut sont sûrs d'en avoir du champagne. C'est ça. Dans le milieu, ils vont peut-être en avoir, puis quand t'arrives à la fin, des fois, il reste avec une coupe de gouttes, etc. En bas, là, c'est plus payant, par exemple, pour eux autres. Ils reçoivent plus d'intérêt, dans le milieu, un petit peu moins d'intérêt, puis en haut, pas beaucoup d'intérêt, mais ils sont sûrs d'en avoir. Grosso modo, c'est un peu ça. OK? Alors, il faut dire ceci. Une fois qu'on a établi le pattern banque, banque actif, avec la fiducie, puis des acheteurs. Ça te prend des acheteurs, OK? Tu as des acheteurs ordinaires, mais tu as aussi des acheteurs institutionnels. Ce qu'on appelle les zinzins. C'est les zinzins. Alors, comme la Caisse de dépôt et de placement, eux autres, ils ont beaucoup d'actifs, etc. C'est un acteur institutionnel. D'ailleurs, il faut le rappeler, on va le rappeler tout le temps lors de l'émission. Non, mais pour 13 milliards, là, c'est pas des pinottes, 13 milliards. Au même titre que l'investisseur d'Ontario, OMERS, Ontario Municipal Employees Retirement System. C'est ça. C'est un acteur institutionnel. C'est ça. Mais par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas voulu trop tôt l'en mettre là-dedans. Comme et c'est le constat. Le Teachers, ils ont mis 60 millions. Ça, c'est à Toronto. Toronto. On parle sur, c'est beaucoup, beaucoup pour nous, là, mais 60 millions sur 13 milliards. Mais ça, on y reviendra. Comment ça se fait que la Caisse a bouffé tant de papiers commerciaux. On avait pour l'équivalent de 33 milliards au Canada, quand même. Oui, 33 milliards. Le marché. Et quand on parle du PCA, puis là, j'arrive à cette distinction fondamentale. Retenez ça, mesdames et messieurs, c'est très important. OK, donc, la première chose à retenir, c'est un emprunt à court terme, appuyé sur des dettes à long terme. La deuxième affaire, qui est très importante à retenir, puis ça, on l'a pas entendu souvent dans l'actualité, puis M. Rousseau n'a pas parlé beaucoup.
beaucoup, c'est la différence entre le PCAA bancaire et le non bancaire. Très important. Très important. Pourquoi c'est important? Parce que nous, on a plus du non bancaire que du bancaire. Non, c'est du non bancaire qu'on a. C'est du non bancaire. C'est du non bancaire. C'est là que c'est fondamental. Nous, on a plus du non bancaire que du bancaire. Ce qui a foiré au Canada, employons une expression grivoise, ce qui a foiré le 13 août 2007, c'est le papier commercial non bancaire. Non bancaire, parce que le bancaire, les banques, ils peuvent le... Exactement, on en parlait, mon Benoît, t'as-tu compris ça, là? OK. On s'en occuper. C'est que quand t'es une banque, là, t'en as un petit peu collé, mettons, hein? On peut s'entendre là-dessus. On peut s'entendre là-dessus, t'en as un petit peu dans tes fonds, là, etc. Et puis tu décides, par exemple, de titriser, tu sortis ça de ton bilan, puis tu vends ça à des acheteurs institutionnels ou pas, là. L'acheteur, lui, dit, écoute, c'est intéressant quand même, là. Il me donne du 2%, moi, là-dessus, là, à 30 jours, etc. Au lieu de garder ça dans mon compte de banque ou d'acheter des bons du Trésor à 1,5%, c'est quand même intéressant. Puis surtout, j'ai une banque en arrière de moi, là. Hein, j'ai une banque, si ça va mal, il y a n'importe quoi. La banque je sais qu'elle est là pour éponger les affaires, là. Hein, bon, OK. Alors, mais là, ce qui se passe, aller jusqu'en 2002, ça allait assez bien. Parce que l'ensemble du marché était occupé par les banques, les 5 plus grandes banques au Canada. J'ai ici un rapport de la Banque du Canada, là. Puis on regarde ça. La Banque du Canada, c'est notre banque centrale depuis la banque 1934. des banques. Le prêteur. Le prêteur de dernier recours. C'est ça. OK. Puis les banques, ça c'est un autre élément que je disais, c'est que les banques, quand ça va mal, ils vont voir la Banque centrale. Ils sortent les pièces, ils la planche en billets, etc. Donc, ça inspire une certaine confiance. Je dis une certaine confiance parce qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec les Mann Brothers, là. Ils ont tombé dans le précipice, eux autres, là. Puis la réserve, la fédérale réserve banque, ils ont décidé de les laisser dans le précipice. En tout cas, mais nous, ça, c'est l'autre au départ, ils ont une certaine, ça inspire une certaine confiance. Tout ça pour dire jusqu'en 2002, là, le marché des PCAA ou des billets de trésorerie comme ça était occupé par les grandes banques. Je les donne ici. Banque de Montréal, OK, 19 milliards. La CIBC, 11 milliards, la Banque TD, 9 milliards, la Banque Scotia, 2 milliards, la Banque Royale, 5 milliards. C'est eux qui avaient le contrôle du marché. Jusque-là, alors quand M. Rousseau dit, on a eu de problème avec le papier commercial, il fait pas de distinction. C'est pas le même. Hein? C'est pas le même. Il fait pas de distinction. On parle de deux choses différentes. On parle de deux choses différentes. Commercial adossé à des actifs non bancaires et adossé à des actifs bancaires. Pas pareil. Parce que ce qui a foiré le 13 août 2007, c'est le non bancaire, puis je vais vous expliquer pourquoi ça a foiré. OK? Alors là, on va expliquer le non bancaire. C'est un peu le même principe. C'est que t'as des promoteurs qui, au lieu d'être une banque, est une compagnie privée. Ça peut être des courtiers. OK? On va prendre l'exemple d'une petite compagnie de Toronto, parce que c'est de là que ça émane pas mal toute l'histoire du papier commercial. Parce que ces papiers commerciaux-là, mon cher Pierre, c'est comme n'importe quel produit dérivé qui a connu son heure de gloire depuis les années 80. On a de plus en plus de produits dérivés. Il faut qu'il y ait des agences de notation de crédit, des fois, qui disent, ces produits-là, c'est très intéressant. On peut en bouffer, on peut en prendre. C'est très important. Et M. Paul Rousseau, il a parlé de ça. Il dit, oui, mais c'était reconnu par... C'est ça. Ah, ça, c'est important. Tu dis ça, Benoît. C'est que au départ, dans le marché du papier commercial bancaire, tu avais effectivement des agences de notation. Tu en avais 3, je pense. 2 américaines, puis une canadienne. On peut les nommer. Standard & Poor's. Standard & Poor's puis Moody's, qui sont 2 grandes agences de notation. Et je souligne en passant, il faut le retenir ça pour les auditeurs, ces agences-là, ici au Canada, ne sont pas réglementées. Pas de réglementation là-dessus, là. C'est de l'autoréglementation. La 3e, c'est une agence de notation qui s'appelle DBRS, Dominion Bond Rating Service. À Toronto. À Toronto. OK? Fait qu'eux autres, ce qui s'est passé, grosso modo, pour faire une histoire courte, c'est qu'en 2000, les agences Standard & Poor's puis Moody's, ils ont regardé le problème, la problématique, et puis ils ont analysé ça, puis ils ont trouvé une faille dans le système. La faille, c'est que au Canada, la pratique veut que les fournisseurs de liquidités, les banques, les autres, ils sont toujours en arrière d'une certaine façon, et même s'ils sortent ça de leur bilan, puis ils créent des fiducies comme ça, il reste quand même des petits liens, on appelle ça
peut-être incestueux d'une certaine façon. Mais on va pas dire de gros mots. C'est ça, c'est des très convivial, c'est parfait. Des petits liens entre leurs fiducies qu'ils ont créés, puis eux, et qui fait en sorte que le but de l'opération, c'est de sortir ça. Au point de vue de la loi, évidemment, tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Fait qu'officiellement, tu crées une structure indépendante.